On y va? Ok, bonjour à tous. On va commencer. N'hésitez peut-être pas trop à avancer un peu parce que j'ai pas trop l'habitude d'être dans une grande salle comme ça. Je me sens tout petit. Et puis, ça favorise pas beaucoup l'échange, quoi, ce qui est un petit peu dommage. Donc, si jamais, n'hésitez pas à venir devant. Merci en tout cas d'être là, et puis merci d'être si nombreux. Et puis, ça me fait, comme chaque année, super plaisir de voir toutes les têtes que je vois qu'une fois par année, c'est-à-dire à Quadrimed. Mais au moins, on se voit une fois par année. Donc, moi, je m'appelle Christophe Grave, je m'occupe du service de gériatrie à Genève. Et puis aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du patient gériatrique quand s'arrêter. Alors, je vais tout de suite commencer par la fin. Je n'ai pas la réponse à la question. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir aussi se poser des questions ensemble. Je vais vous présenter deux cas. Un cas un peu plus sur les principes éthiques, qu'on puisse échanger là autour, et puis un cas un tout petit peu plus peut-être gériatrique avec quelques outils qu'on peut utiliser au niveau gériatrique. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord, parce qu'il n'y a pas qu'une solution. Et puis, l'idée, encore une fois, c'est d'avancer ensemble. Alors, peut-être, en premier lieu, quand on parle de patients gériatriques, on dit toujours la gériatrie, c'est à partir de 65 ans. Ah ben non, maintenant, c'est à partir de 75 ans. Ah ben non, maintenant, c'est à partir de 85, peut-être, etc. Et finalement, ce qu'on voit, parce qu'il y a un petit scoop, c'est que, en tout cas dans les hôpitaux, mais dans les cabinets aussi, on a de plus en plus de patients âgés. Et puis, on voit bien qu'ils ne sont pas tous gériatriques. Donc, on a des patients âgés qui finalement sont super fit, puis des patients âgés, bonjour Patricia, bonjour Martial, qui sont plein de gériades dans la salle, qui sont des patients qui ont l'âge gériatrique, mais qui finalement ont le phénotype de nous tous quand on est en bonne santé. Et donc, ce n'est pas ce qu'on appelle des patients gériatriques. Donc, vous connaissez bien ces courbes, c'est les courbes démographiques. D'ici 2050, on va vers un doublement des plus de 65 ans en Suisse, à peu près un triplement des plus de 85 ans. Si on dit que tous ces patients-là sont gériatriques, de toute façon, c'est foutu. Tout le système va s'écrouler. Dieu merci, on sait que la plupart de ces patients, finalement, vieillissent correctement et en bonne forme. Et ces patients-là ne nécessitent pas forcément de réflexion gériatrique ou de prise en charge gériatrique. Ils nécessitent une prise en charge comme tout le monde. Et puis, on s'en occupe quand ils commencent à avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Alors, ça reste toujours un petit peu brumeux pour les non-initiés. En gros, il y a à peu près trois choses qui coexistent. Il y a les comorbidités et les syndromes gériatriques. Plus on a de comorbidités, plus de syndromes gériatriques ensemble, plus finalement on est à risque de complications et à risque d'évoluer mal. La perte fonctionnelle, plus on est dépendant, plus on a risque d'évoluer mal. Et puis la fragilité, qui est la capacité de la personne âgée à résister finalement à une agression extérieure. Puis tout ça s'entremêle, et puis finalement quand on est fragile, qu'on est dépendant, et puis qu'on est polymorbide, fatalement on fait plus de complications, et là on se pose des questions éthiques différentes que si on est juste fragile ou que si on est juste âgé avec deux comorbidités, mais qu'on joue au golf à 85 ans, qu'on conduit, et puis qu'on est en pleine forme, comme Martial Couta ici, qui n'a pas encore 85 ans, mais un jour ça viendra. Martial, je t'embrasse. Donc, je vais vous parler du premier patient, qui est un vrai patient, qu'on a eu dans l'unité il y a à peu près 2 semaines, donc je me suis dit que c'était bien pour ici. C'est Monsieur A, qui est un patient valaisan, je suis désolé, qui vient donc du meilleur canton du monde et qui a 78 ans. Et puis, c'est un patient qui était en réadaptation. Il a fait plusieurs semaines d'hospitalisation. Il était en réadaptation et puis il est transféré en soins aigus pour une bronchopneumonie du lobe supérieur gauche. C'est un patient qui a quand même beaucoup de problèmes parce qu'il est connu pour un cancer à petites cellules du lobe supérieur gauche depuis 2020. Il a eu une lobectomie, une chimiothérapie, une radiothérapie. Et puis, il y a une récidive loco-régionale en juin 2024, donc tout récent, avec des métastases dorsales. Mais quelqu'un, parce que nous, on est tributaires du patient qui arrive, quelqu'un a quand même jugé que, vu qu'il avait très mal dans son dos et qu'il était plutôt en forme, il bénéficiait quand même d'une métastasectomie, donc d'une laminectomie avec fixation en septembre 2024. Et puis après, il va donc en réadaptation et il nous revient parce qu'il s'est surinfecté. C'est un monsieur qui est connu comme pour un emphysème pulmonaire diffus. Il a aussi une cardiopathie ischémique. Et puis, il a pas mal de syndromes gériatriques aussi parce qu'il arrive et puis il est un tout petit peu confus. Et puis, en discutant avec lui, on se rend bien compte qu'il a quelques troubles cognitifs qui n'ont jamais été investigués. Il est sévèrement dénutri parce qu'il a une maladie oncologique. Il est aussi très limité dans sa fonctionnalité parce qu'il a mal, mais aussi il a de la peine même à faire les transferts. À l'hôpital, on utilise volontiers la mesure d'indépendance fonctionnelle. C'est sur 126 points. 126 points, vous êtes en pleine forme et complètement indépendant. Et puis 18, vous êtes complètement dépendant. Lui, il a 81, mais il arrive à faire quelques
quelques pas et à faire ses transferts, mais tout avec de l'aide. Et puis, il est aussi polymédiqué, comme tous les autres, j'ai envie de dire, avec 7 médicaments à son actif. Pour la réflexion, je vous montre quand même son scanner. C'est quand même assez impressionnant. Donc, je ne suis pas radiologue du tout, mais ce n'est pas un scanner normal. Sur la droite, vous avez donc l'emphysème, qui est quand même très clair, et vous voyez que son poumon sain, il n'est pas très sain. Et puis, sur l'autre côté, vous avez l'envahissement de la bronche souche au niveau de la tumeur. Et puis donc, connaissez pas le patient, vous allez voir le patient, son épouse est à côté, puis vous commencez un petit peu à discuter, ok, il est infecté, qu'est-ce qu'on fait pas, jusqu'où on va. Bien sûr, il n'y a pas de plan de soins, bien sûr, il n'y a pas de directive anticipée, c'est comme dans la vraie vie. Discussion avec son patient avec le patient et son épouse. Apparemment, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris qu'il avait un cancer. Ils n'ont pas bien compris que ça avait récidivé. En tout cas, ça n'a pas été métabolisé. Il y a peu de compréhension en général des problématiques médicales. C'est plutôt quand même un petit niveau socio-économique. Ils sont par contre les deux très angoissés, surtout elle. Et puis, ils n'ont jamais entendu parler de soins palliatifs. Ils n'ont jamais parlé de ça. Pour lui, on l'a opéré, il était guéri. On ne comprend pas trop pourquoi on lui reparle de son cancer alors que ça devrait être réglé. Puis donc, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il dit s'il faut opérer, allez-y, on y va, quoi. Pas de souci. Et puis, vous essayez de lui expliquer que c'est peut-être pas ça forcément qu'on va faire en premier. S'en fout, lui, il dit non, mais il faut y aller, quoi. Hein, vous m'enlevez un poumon, la dernière fois ça a très bien marché, vous faites la même chose, quoi. Donc, bien sûr, on se pose quelques questions sur sa capacité de discernement et donc sur la présence ou pas de troubles cognitifs et de la nécessité de les bilanter. Donc, je vous propose un petit quiz. Si vous allez sur menti.com, si vous arrivez à scanner ça avec votre téléphone, d'où l'importance de ne pas être au fond de la salle, mais plutôt au début de la salle, sinon vous n'y arriverez peut-être pas. Et puis, je vous pose une question, et si vous avez, il y a plusieurs réponses, hein, vous pouvez répondre tout ce que vous voulez. Il y a une réponse, c'est débuter un traitement antibiotique à large spectre. Voilà, qui c'est qui traite ce monsieur? Il vient pour une pneumonie quand même, hein. Vous ne connaissez pas. Contacter les pneumologues pour aller mettre un stent dans sa bronche lobaire supérieure gauche parce que si vous ne mettez pas de stent, il va continuer à s'infecter. Vous contactez les oncologues parce qu'il y a une espèce de bruit qui court, comme quoi ils l'ont vu la semaine dernière, et puis qu'en fait, ils aimeraient bien quand même faire une petite immunothérapie encore, parce qu'il y a probablement quelque chose à proposer. Débuter des soins symptomatiques, ou alors vous lui dites, écoutez mon vieux, là, vous avez vu votre poumon, à droite ça ne va pas, à gauche ça ne va pas, moi je ne fais plus rien. Voilà, je vous laisse répondre, j'espère que ça marche. Tout le monde a pu répondre? D'accord. Donc, la plupart des gens disent débuter un traitement antibiotique, et puis l'autre, débuter des soins symptomatiques. Vous voulez que je vous dise, c'est un peu ce qu'on a fait aussi. Donc, on n'était pas complètement à côté de la plaque. Merci de votre confiance et de votre soutien sur ces décisions. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'en milieu hospitalier, je ne vous cache pas qu'on a quand même appelé les pneumologues pour être sûr que tout le monde était d'accord qu'on n'allait pas lui mettre un stent. On a quand même appelé les oncologues pour bien être sûr qu'il n'y en avait pas un qui voulait aller lui faire une immunothérapie. Et puis, ne rien faire, ça semblait quand même un peu sévère. Qui a répondu ne rien faire? Vous n'avez pas besoin de répondre. Donc, toute la question, nous, c'est ce qu'on a décidé pour ce patient. C'est ce qui vous semblait le mieux aussi, mais comment on peut s'aider d'outils, comment on peut avancer par rapport à ça? Donc, il y a une approche principiste qui est finalement une approche qu'on peut utiliser dans tous les problèmes éthiques, parce que là, on a clairement un problème éthique. Il y a quelqu'un qui veut résumer le problème éthique qu'on a? Il n'a rien compris. Ouais, ça, c'est un problème éthique, mais encore, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il demande un traitement. Lui, il veut tout, alors que nous, on trouve que ce n'est pas raisonnable de tout faire. Et donc ça, c'est bien le conflit qu'on a. Et donc, dans cette approche, c'est finalement assez structuré, et puis ça peut vous aider à réfléchir de manière structurée. Quels sont les faits, finalement? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il vient? Comment il est? Quelle est la difficulté éthique de se poser que le fait que lui veut tout, puis que nous, on n'est pas prêt à tout faire, et puis que ça nous semble un petit peu exagéré? Quelles sont les options possibles aussi? Entre tout et rien, il y a tout le panel, on l'a bien vu, hein, il n'y a quand même qu'une personne, je rappelle, qui a dit qu'il ne fallait rien faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il veut qu'on ne va rien faire. Et puis après, il y a les principes éthiques, la bienfaisance. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont les risques et inconvénients pour le patient, c'est-à-dire ne pas lui faire du mal?
L'autonomie, qu'est-ce qu'il a envie et tout. Et là, on rejoint sa capacité de discernement. Attendez, j'enlève le son, si vous avez le son. Et puis, il y a le principe de justice qui intervient un petit peu moins là, mais qui pourrait être, effectivement, est-ce que parce qu'il est âgé, il a accès au même traitement que s'il avait 10 ans de moins? Et ça, c'est quelque chose où on doit toujours rester attentif. Et puis, après, c'est aussi comment est-ce que dans ce contexte de cette situation, eh bien, cette situation affecte la meilleure manière de respecter les valeurs. Comment on peut être sûr que nos valeurs, ces valeurs sont respectées là-dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on propose et on peut prioriser tout ça. De manière un peu différente, mais dans le même genre, il y a les boîtes de Johnson et Sigler. Quel est le problème médical, l'indication médicale? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ce monsieur, finalement? Qu'est-ce qu'on ferait si il était en pleine forme et qu'on découvrait son cancer et que finalement il n'avait qu'un problème, c'était une masse du lobe supérieur gauche qui envahissait une bronche? Quelles sont les préférences du patient avec la capacité de discernement? Si oui, quelles sont ses préférences, etc. Vous avez plusieurs questions. Et puis, toute la question de la qualité de vie, quelles sont ses chances, qu'est-ce qu'on va faire? Si on lui traite sa pneumonie, est-ce qu'on va lui faire du bien ou est-ce qu'on va lui faire plus de mal? Si on lui met un stent, est-ce qu'on va le tuer ou est-ce que finalement il va respirer mieux? Si on lui fait une immunothérapie, est-ce que ça va lui faire du mal? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Si on ne fait rien, est-ce que ça lui fait du mal ou pas? Et puis le contexte, bien sûr, est important, notamment son épouse, parce qu'encore une fois, son épouse, petit niveau, elle n'avait pas du tout compris qu'il en était là. Peut-être un mois que je l'ai vu, ce monsieur. En fait, il est décédé depuis. Et puis, chaque lien, en fait référence à des concepts, enfin, à des quatre concepts éthiques. La bienfaisance et la non-malfaisance pour le premier. Le respect de l'autonomie, non-malfaisance et bienfaisance pour la qualité de vie. Respect de l'autonomie en haut et loyauté et justice en bas. Donc ça peut vous aider pour avancer dans cette problématique, même si, encore une fois, ça semblait assez clair. Alors, concernant lui, le respect de l'autonomie, ça veut dire qu'il doit avoir une information claire et complète. Ça veut dire qu'on doit lui expliquer, voilà les options thérapeutiques, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà où vous en êtes. Et puis, l'idée, c'est qu'il puisse s'exprimer sur son désir de vivre, mais il ne faudrait pas que ça soit influencé sur des peurs, que ça soit peur d'avoir mal, peur d'être seul, peur, par exemple, de dire moi, je veux absolument un traitement parce que je ne veux pas que ma femme se retrouve toute seule. Ça, c'est souvent des choses qu'on entend. Et puis, là, on peut être aidé aussi par un soutien psychologique. Et puis, tout ce respect de l'autonomie fait référence à la capacité de discernement. Et là aussi, dans la capacité de discernement, on a des outils qui peuvent nous aider à faire ça. Ce n'est pas un atelier sur la capacité de discernement, mais il y a des outils. Ça, c'est l'Association suisse des sciences médicales qui vous propose ces outils. Pour avoir votre capacité de discernement, vous devez avoir une capacité de compréhension, une capacité d'évaluation, de donner un avis personnel sur la situation, et puis de pouvoir concrétiser finalement ce que votre décision implique en termes de prise en charge après et de pouvoir l'exprimer. Donc c'est un outil qui peut vous aider pour pouvoir définir s'il a sa capacité de discernement ou pas. Il propose également une démarche là-dedans, parce que s'il n'y a pas de capacité de discernement, on peut se baser sur les directives anticipées, et puis après vous connaissez tout ça, s'il y a une situation d'urgence, on peut agir, sinon on peut demander un curateur. Tout ça, c'est pour la capacité de discernement. C'est clair que dans cette situation-là, probablement il n'a pas sa capacité de discernement. Ça n'empêche pas que vous avez un monsieur en face de vous qui veut quelque chose, qui ne comprend pas pourquoi on ne veut pas lui le donner, et puis qui a son épouse qui ne comprend pas tout non plus. Donc, amener à une réflexion là autour reste quand même challenging, et il faut pouvoir s'aider. Le principe de bienfaisance chez lui, c'est d'abord traiter les autres problèmes et sa pneumonie. C'est bienfaisant de pouvoir lui traiter sa pneumonie avant de s'exciter sur sa tumeur. La gestion de la douleur, ce monsieur, il est très limité dans les actes de vie quotidienne parce qu'il a mal, parce qu'on lui a enlevé une métastase. Et je ne sais pas s'il avait très mal avant, mais en tout cas, il a très mal maintenant. Donc, est-ce qu'on lui a fait du bien ou pas? Et puis avoir un principe de prise en charge autour de la qualité de vie, un petit peu la survie, mais surtout la qualité de vie. Et puis la non-malfaisance fait référence à la proportionnalité des interventions, éviter tout ce qui peut lui faire de mal. Encore une fois, aller lui opérer son poumon serait complètement déraisonnable, probablement parce qu'il va rester sur la table. D'ailleurs, les pneumologues ont dit, nous, on ne va jamais aller mettre un stent chez ce monsieur parce qu'il va certainement décéder.
Et puis la justice, c'est l'accès aux soins, l'approche multidisciplinaire, le respect de la dignité, etc. En recommandation pratique, ce qu'on peut faire, c'est que, bien évidemment, l'idée, c'est de discuter en interdisciplinaire avec ce patient. Et ça, c'est quelque chose qui est challenging, surtout en cabinet, hein, de pouvoir discuter avec aussi des spécialistes. Après, en cabinet, vous pouvez faire ça sous forme de Zoom. Hein, et ça permet d'avancer, de faire un plan de soins, de se poser avec lui, puis de dire, écoutez, OK, je comprends, mais pour l'instant, on va traiter votre pneumonie, puis si ça va mieux, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on ne va pas faire, voilà où on va aller, parce que ça fait du sens, voilà où on ne va pas aller, parce que ça ne fait pas de sens. Et faire ce plan de soins personnalisé permet de pouvoir vous aider et vous avancer. Bien sûr, vous pouvez faire appel au comité d'éthique si nécessaire. Alors là, c'est quand vous avez le temps. Je ne vous cache pas que chez ce monsieur-là, on n'avait pas non plus des mois et des mois pour pouvoir décider ce que faire ou pas. Et puis, tout ce qui est accompagnement en fin de vie, lui, il était clairement en situation de soins palliatifs. Maintenant, les recommandations actuelles, c'est que si tout s'était bien passé, ce monsieur aurait connu les soins palliatifs peut-être au moment de l'opération d'un cancer qui très probablement était déjà non curatif, même si on l'avait opéré, vu la taille, mais en tout cas en juin 2024, quand il a fait sa récidive de son cancer. Et ça aurait permis à ce moment-là de discuter directive anticité, plan de soins, et puis pas d'arriver avec un monsieur qui sort d'une longue hospitalisation et puis qui n'est pas du tout au fait de sa maladie. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça, des questions? Quelqu'un veut réagir? Yves-Marie. C'est un problème de discernement ou de déni complet de la maladie? Dis. Ça veut dire que, en fait, il a été opéré, il a accepté d'être opéré. Alors, difficile à dire. Quand on discutait avec lui, clairement, il n'était pas capable de reproduire, en tout cas, ce qu'il avait, d'expliquer. Quand on l'a opéré, il a dit qu'on l'a opéré le dos parce qu'il avait mal au dos. En tout cas, c'était peut-être un déni, mais en tout cas, il n'avait pas la conception comme quoi c'était son cancer qui avait été se mettre dans son dos. Alors après, ça dépend comment on lui a expliqué. Encore une fois, si on lui a dit métastase, je ne suis pas sûr qu'il comprenait ce qu'était une métastase. Alors, sa femme, non, elle n'a pas de problème cognitif a priori. On n'a pas testé sa femme, mais a priori. Par contre, tout petit niveau, vraiment tout petit niveau. Hein. Et elle n'a pas d'enfant. Et puis, le discours de la femme, c'est les histoires médicales. Moi, je ne comprends pas trop, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'oncologue à bord. Je veux dire, pour moi, un cancer, même chez quelqu'un, parce qu'il a l'air un peu sensé, le type, il doit y avoir quand même un oncologue qui s'est penché sur la question. Et on ne parle pas du tout. C'est comme s'il débarque, il sort de son opération, puis il débarque chez toi quelques temps plus tard. Donc, c'est la science-fiction, ça. Non, ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y avait un oncologue à bord jusqu'en juin, mais en juin, l'oncologue qui le suivait en privé, puis après, il n'avait plus de prise en charge en privé, parce qu'on vit aussi cette période-là très sympathique, qui est en fait, tu payes toute ta vie une assurance privée, et puis finalement, après, tu ne peux plus avoir accès. Donc, il a été transféré à l'hôpital public et pris en charge par d'autres oncologues qui, eux, changent très souvent et qui ont récupéré une situation qui était clairement avancée. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2024? Aucune idée en termes de suivi. Et en tout cas, personne qui l'avait préparé à ça. Alors, c'est peut-être caricatural, mais c'est réellement ce qu'on a vécu, en tout cas. Et je pense que ça fait partie d'une problématique de prise en charge intégrée depuis le début. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Sans aucune... Enfin, l'idée, c'est pas de taper sur l'un ou sur l'autre. Hein. Si j'avais eu un oncologue sous la main, j'aurais pu, mais là... Oui, c'était une remarque que je voulais porter. Vous avez dit, est-ce que vous avez des remarques autres? Moi, je me disais, où est l'interpro? Oui. Voilà, remarque. Oh, tout à fait. Pas de jugement, juste... Tout à fait. Non, tout à fait. Après... Encore une fois, et on en a parlé un petit peu, la dynamique familiale des deux était quand même complexe. Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure ils allaient vraiment voir leur médecin, suivre l'oncologue. Enfin, on se dit toujours c'est la faute du médecin, mais il y avait quand même une dynamique on va dire, peu à même de comprendre la pathologie et puis d'avoir un suivi correct. Et je pense que ça n'a pas aidé non plus. Hein. On peut avoir des discordances entre la directive anticipée qui a été faite, je ne sais pas, 18 mois avant, puis tout d'un coup un patient qui aimerait bien qu'on l'entreprenne. Heureusement. Oui, non, mais c'est bien pour certaines situations, mais ça peut être absurde.
comment il faut le travailler, Alors, faut repartir de ces principes. C'est clair que la directive anticipée, ça sert si on a une attitude qui n'est pas claire et un patient qui ne peut pas s'exprimer ou qui n'a clairement plus sa capacité de discernement. Et là, ça peut nous être utile. Si maintenant on a une directive anticipée du patient, puis qu'on a un patient qui a changé d'avis, c'est sa directive anticipée, Dieu merci, il a le droit de changer d'avis. Alors après, ça peut nous mettre dans des situations complexes, mais encore une fois, il a le droit de s'exprimer et de changer d'avis et de changer ses directives anticipées. Ok, ce cas-là, c'est un cas qu'on peut trouver finalement dans notre pratique quotidienne et puis qui était vraiment plutôt autour des principes éthiques. Le deuxième que je vous montre, c'est plus un cas vraiment gériatrique, alors que vous pouvez aussi trouver dans votre pratique quotidienne. Par exemple, en EMS, comme ça. Hein, et dans notre secteur de soins, sur Genève, on a 112 patients lycées, pour parler roman, qui sont en attente de placement. Et je fais mes petites visites là-bas, et tout ce que je fais, moi, c'est de diminuer les médicaments. Et ce genre de discussion et de problématiques, on l'a très souvent. Monsieur de 85 ans, qui vit en EMS, qui a une cardiopathie ischémique, une DMLA, bon, ça va. Par contre, il a des troubles neurocognitifs majeurs de degré sévère, donc il est sévèrement dément. Soit dit en passant, c'est le terme consacré à la démence sévère, maintenant, comme ça, pour ceux qui ne savent pas, parce que démence, c'était trop court, donc maintenant, on fait troubles neurocognitifs majeurs, c'est plus clair pour les gens. D'habitude, les patients vous disent « Ah, vous dites une démence ?» Oui, c'est exactement ça. Il est sévèrement dénutri. Il est grabataire. Notre fameuse VIF, elle est à 26 sur 126. Hein. La plus basse est 18. Et puis, il est aussi polymyélité à 7. J'ai été très gentil parce qu'il pourrait être à 15, celui-là, que ce serait exactement pareil. Mais disons, c'est un monsieur sévèrement dément, au lit toute la journée, dépendant pour tout, comme on en a malheureusement dans nos institutions. Et puis, ça je rejoins un petit peu le discours de tout à l'heure. Donc, il est traité par aspirine cardio 100 mg parce qu'il a fait quand même un AVC et puis il a sa cardiopathie ischémique, mais il avait fait un AVC aussi il y a une dizaine d'années. Il a sa statine à 20 mg, boum, et puis du paracétamol, du calcimagon, et puis 2-3 autres choses que je n'ai pas listées là. Et puis, il perd du poids, parce que ces patients sévèrement atteints au niveau cognitif, ils décèdent souvent de troubles de la déglutition et de dénutrition. Donc, il perd du poids, il a ses troubles de la déglutition, il fait des fausses routes. Et puis, l'idée, comme moi je passe pour faire ma visite, j'aimerais bien simplifier un petit peu le traitement, vous me voyez venir. Hein. Et puis, la famille, Koneni, faut rien arrêter. Et puis surtout, alors, je ne sais pas ce que vous faites avec mon proche, mais il perd du poids, il ne va pas bien du tout, il ne bouge plus, alors qu'avant, ça allait beaucoup mieux quand il est rentré chez vous. Hein, il bougeait, il était en pleine forme, puis maintenant, c'est la cata. Et puis donc, moi, j'aimerais bien que vous le nourrissiez et puis que vous commenciez une nutrition artificielle. Il y a beaucoup de... Oui. Mais s'il était si bien à la maison, faut vite qu'il rentre à la maison ce soir. Oui, alors là, malheureusement, là, il n'est plus si bien. Mais c'est des situations que vous avez, que vous rencontrez? Ouais. Fréquemment. Hein. Alors, on est reparti pour un petit... Alors, c'est de nouveau des questions d'une grande subtilité. Donc, j'arrête l'aspirine. Vous pouvez en répondre 2, 1 ou 3, comme d'habitude. Hein. J'arrête la statine. J'arrête tout. Je démarre une nutrition entérale. J'assure le confort du patient. J'aurais pu mettre « je fais rien hein, », parce qu'il y a aussi ça. OK, assurer le confort du patient, ça paraît clair, et je pense que c'est jamais faux. Qui c'est qui arrête tout? OK. Qui c'est qui arrête la statine? OK. La statine, vous n'aimez pas. Hein. Qui c'est qui arrête l'aspirine? C'est marrant comme les gens préfèrent... Merci, Pio. C'est marrant comme les gens préfèrent l'aspirine que la statine, quand même. Et puis, qui c'est qui commence une nutrition entérale? Ça, c'est seulement s'il y a une ostéoporose. Comment? OK. Pardon? Bien sûr. Je convoque la famille, je discute. Oui, alors... Avant... 100% d'accord. Donc, de toute façon, tout ça peut se faire qu'en expliquant après avec la famille. La question, c'est qu'il faut qu'on soit clair, nous, ce qu'on veut faire aussi et ce qui nous semble raisonnable. Alors, je vous mets juste ça. Hein.
juste pour vous rappeler, donc ce monsieur, il est sévèrement polymorbide. Le CIRS, c'est, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, on s'en fout, c'est une échelle de polymorbidité. Plus on est polymorbide, vous savez quoi, plus on meurt. Mais il n'y a pas que ça. Plus on est polymorbide, plus on a de risque d'hospitalisation, hein, ça va jusqu'à 3 fois plus, et plus on a risque de rentrer en EMS, à peu près jusqu'à 5 fois plus. Donc, en tout cas, on a des claires données, et dans l'explication de la famille, je pense que c'est important, c'est qu'il a beaucoup de comorbidité, et ça veut dire que son espérance de vie, elle est clairement limitée. En plus, ce monsieur, il est fragile. Alors, la fragilité, c'est un concept particulier qui, des fois, est un peu propre aux gériatres, il faut être honnête. Mais il y a des échelles de fragilité qui sont des échelles beaucoup plus simples, comme celle-ci, qui est une échelle très visuelle. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait des tonnes d'études pour se dire, bah, tiens, celui-là est fragile, celui-là n'est pas fragile. À partir de 5, on considère qu'ils sont fragiles. Et puis, à partir de là, eh ben, ils sont plus à risque. Comme on le voit là, je vous montre simplement, il fallait quand même que je vous montre quelques courbes. Ça, c'est une étude qu'on avait faite pendant le Covid. Et vous voyez en rouge, c'est les décès. Il y a à peu près 50% de décès à 1 mois chez les gens de la première vague de plus de 75 ans qui ont le Covid et qui sont fragiles par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc la fragilité en elle-même, ça a un risque pour votre futur. Puis les 3 courbes d'à côté, c'est un petit peu différent. C'est qu'ici, vous avez les non fragiles, non polymorbides. Ceux-là, les polymorbides, et ceux-là, les fragiles et polymorbides. Donc vous voyez qu'en plus, ça a un effet cumulatif, un petit peu comme je vous avais montré mes bulles au début. Si vous avez plusieurs maladies et qu'en plus vous êtes fragile, ben c'est pire que si vous êtes juste avec des maladies ou juste fragile. Donc tout ça fait quand même référence après à une certaine futilité, c'est-à-dire un traitement qui ne peut pas atteindre l'objectif visé. Et là, bah, il y en a 3 quand même. Il y a débuter une alimentation. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour le nourrir, pourquoi faire? Pour augmenter sa survie. Ça marche pas. On va en discuter. L'aspirine, pourquoi faire? Diminuer les risques cardiovasculaires, les risques d'AVC, les risques d'infarctus. Dans 5 ans? Dans 10 ans? Bon. La statine, pour la même chose. Juste en prévention secondaire cardiovasculaire, qu'est-ce qui est le plus efficace? La statine ou l'aspirine? Hein? Ouais. Tout le monde est d'accord? Alors, nombre de patients à traiter après un AVC pour éviter un événement secondaire, un événement qui revient avec une statine, c'est à peu près 20. Avec l'aspirine, c'est 100. Je dis juste ça quand même. Donc si on devait choisir entre les deux, désolé Pio, mais ça serait plus la statine que l'aspirine. Et pourtant, tous nos patients arrivent en prévention secondaire avec aspirine sans statine. J'ai un peu tendance à penser que soit on met les deux, soit on arrête les deux. Mais c'est un peu comme ça que nous, on essaye de réfléchir, mais on peut discuter. Alors après, je ne parle pas d'effets secondaires. Hein. C'est clair que celui qui fait sa rhabdomyolyse sur statine, c'est complètement différent. Celui qui ne supporte pas ses statines, c'est clair. Mais si vous parlez traitement bien conduit, bien toléré, théoriquement, soit on met les deux, soit on arrête les deux. D'où l'intérêt chez lui, probablement, de se poser la question, on arrête les deux ou on continue les deux. Alors, tout ça vous paraît peut-être un peu obscur et compliqué à mettre en place comme ça facilement et puis avec une discussion simple avec la famille. Hein, merci, parce que c'est bien ça l'idée. Alors on a des outils. Quelqu'un connaît Hyprognosis? Oui, Jariad, j'espère bien. Yolanda. Alors, Hyprognosis, c'est un outil que je vais vous montrer sur Internet. C'est basé sur des données américaines. Je suis désolé. Mais c'est basé sur des cohortes longitudinales, mais également sur des études spécifiques sur les personnes âgées, et puis avec des modèles statistiques également. Donc c'est quand même des données qui sont épidémiologiques, mais qui sont assez robustes. Et puis cet outil est pas mal. Si vous allez sur Hyprognosis, vous avez ça. Donc 3 parties. Une partie qui est l'espérance de vie, une partie qui est le temps qu'il faut attendre pour qu'un médicament soit utile. Et puis une partie qui peut vous être utile aussi en cabinet, c'est un peu les recommandations ou une réflexion autour des recommandations de screening ou pas d'un cancer. Puis si vous allez chez notre monsieur, puis que vous voulez calculer son pronostic, donc lui, il est en EMS, il a une démence, vous remarquez que ce n'est pas très compliqué. Il n'a pas été admis dans les 90 jours, il a 85 ans si je me souviens bien, c'est un homme,
nous sommes plus faibles. Il n'a pas de problème respiratoire. Il n'a pas d'escar, mais ça ne va pas tarder. Il est dépendant pour tout. Il reste au lit toute la journée. Il ne mange pas assez. Il est probablement incontinent, celui-là. Voilà. Il a un BMI en dessous de 18, c'est clair et net. Il a perdu du poids et il n'a pas de problème cardiaque. Si vous calculez le risque, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez qu'il a un risque de décéder à 6 mois qui est à peu près de 50-60%. Et ça, pour discuter avec la famille, normalement, ça aide quand même. C'est-à-dire que si vous dites, écoutez, avec notre aspirine, nos statines, on exclut un événement cardiovasculaire dans 5 ans, dans 10 ans, alors qu'il a 60% de risque de décéder à 6 mois, ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Et là, on tombe dans la futilité d'un monsieur chez qui on doit écraser sa statine et son aspirine en plus pour pas qu'il la mette dans la bronche. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise assez souvent et qui peut vous aider justement à discuter avec les familles et à argumenter. Ce n'est pas 100%, et je vous rejoins complètement, je me plante des fois. La semaine dernière, j'ai 10 mails pour arrêter le calcium D3 d'une dame qui reçoit déjà 1,5 g de calcium dans sa nutrition entérale et à peu près c'est 1200 unités de vitamine D par jour. Mais 3 ou 4 mails avec la proche aidante pour arrêter le calcium D3. Alors vous me direz, c'est vraiment parce que j'y crois des fois, mais voilà. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Après, si vous vous posez la question si c'est une bonne idée ou pas de lui mettre une nutrition entérale, pour les plus âgés d'entre nous, vous vous souviendrez peut-être qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, les patients déments finissaient avec une nutrition entérale ou une PEG. Maintenant, on a quand même des bonnes données, si jamais il y en a qui se posent la question, qui montrent que ça ne sert à rien. Vous voyez ? Alors, il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait des grandes statistiques pour voir qu'il y a deux courbes. Et puis, quand vous en voyez qu'une, c'est que fatalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, vous voyez que la courbe en gras, c'est ceux qui n'ont pas eu de nutrition entérale, et puis la groupe en pointillé, c'est ceux qui l'ont eu. Alors, c'est une étude observationnelle sur 36 000 déments sévères aux États-Unis, parce que là-bas, encore une fois, il y en a plein qui ont reçu. Mais vous voyez que ça soit à 100 jours, 2 jours, 300 jours, 400 jours, vous n'avez aucune diminution de survie. Et il y a même des études qui montrent qu'on est plutôt délétère avec une nutrition entérale chez nos patients que pas. Donc ça aussi, c'est des arguments pour pouvoir expliquer à la famille que, en tout cas, tout ce qui est artificiel, ce n'est pas une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas lui amener des petits plats, lui changer sa texture, lui faire envie différemment. Ce que les familles sont très ouvertes, normalement, c'est tout ce qui est alimentation plaisir. Si on explique que, écoutez, si ça vous fait plaisir, amenez-lui sa glace, et puis nous, on adaptera la texture, etc. Donc ça, vous pouvez tout à fait faire. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce cas-là ? Yves-Marie, tu es en forme, toi, aujourd'hui ? Oui, c'est bien. Ce monsieur, non. C'est grâce à toi. Alors ça, c'est un peu le problème, c'est que la famille me dit, oui, mais vous savez, ça fait déjà 5 mois qu'il est comme ça. En fait, c'est intéressant parce que la famille commence à s'exciter parce qu'il perd du poids. Donc, ils ont entendu par l'infirmière qu'il a perdu du poids parce qu'il est couché. Il a maigri. Mais par contre, il a maigri, deux, dans notre mode de fonctionnement un peu participatif, comme ça on essaie d'être transparent et puis de transmettre les infos. Mais... Par contre, dans la démence, ça ne les préoccupe pas trop. Il est confortable au lit, on s'occupe de lui. Ils n'envisagent pas qu'il va mourir. Non. Alors, quand on discute avec cette famille, alors, famille italienne, je suis à moitié italien, donc je peux. Famille italienne, donc culturellement c'est compliqué, l'alimentation, le lien avec l'alimentation, de la perte de poids, mais aussi sur le fait, finalement, on sait qu'il va mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de recevoir son statine et son aspirine. Parce que quand même, ça pourrait peut-être lui faire du bien. Donc, il vaut mieux donner au cas où. C'est plus comme ça qu'est la discussion. Ok, ceci dit, oui. Alors, je crois que si je me souviens, ça va vous faire rire ou pleurer. Un des deux. Je crois que j'ai pu négocier la statine, je crois. J'ai pu arrêter la statine en disant regardez, tout le monde dit que c'est pas bien la statine, mais l'aspirine impossible. Et alors, fantastique parce que je me suis rapproché du médecin traitant
que je ne nommerai pas, qui n'est pas dans cette salle, je crois, que j'ai appelé, parce que de nouveau, hein, c'est reparti pour tout un combat, que j'ai appelé, et puis il me dit, oui, non, mais tu as raison, je vais voir ça avec la fille, t'inquiète pas, etc., avec la femme. Puis il me rappelle, après, il me dit, ouais, j'ai discuté, mais peut-être mieux continuer l'aspirine quand même. Donc après, tout ça reste compliqué et ça reste une discussion et des fois un petit peu de négociation. Après, il faut être honnête que disons, je peux vivre avec ce monsieur qui reçoit 100 mg d'aspirine par jour, il n'y a pas de souci. Je peux beaucoup moins vivre avec une alimentation entérale chez ce patient. Donc là aussi, ça permet aussi de pouvoir négocier. Oui. Je voulais savoir comment est-ce que tu réponds à un médecin qui dirait oui, ok, ben, par rapport au NNT, par rapport au pronostic de vie, ben, c'est clair que la statine et l'aspirine cardio ne font plus tellement sens, mais en tout cas, pour l'introduire, pas. Mais disons que si le patient est sous ces protections-là depuis plusieurs années, qui peut me dire, voilà, si je les enlève et qui fait un événement dans le mois, et toi, est-ce qu'il ne serait pas protégé par l'aspirine cardio et la statine? C'est ça que je veux dire. Ok, tu dis, le bénéfice, il faut plusieurs années, mais si ça fait déjà des années qu'il est, tu vois, comment est-ce que tu argumentes Je comprends bien la question. en faveur de la déprescription? Alors, ça reste compliqué, mais je pense que se baser, en tout cas sur la survie, c'est un bon point. Enfin, malgré tout, je veux dire, le monsieur, il a quand même une espérance de vie qui est très, très faible. Après, il y a quand même le côté, s'il fait un AVC, le risque, ce qui serait terrible, c'est qu'il reste dépendant, finalement. Mais il l'est déjà. L'autre risque, c'est qu'il meurt. Mais il va mourir. Donc, je suis un peu direct, hein, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire à la famille, mais disons, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est quand même à l'amener vers une réflexion qui est de l'ordre de la futilité. Qu'il l'ait depuis 10 ans ou pas, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe quand on l'arrête, quoi. En tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, d'effet rebond où il a un risque qui fuse dans les 3 mois après l'arrêt ou quoi que ce soit. Voilà. Je n'ai pas une superbe réponse à cette question qui est pertinente, de surcroît. Voilà. Moi, j'ai une expérience avec la famille. Hein. Souvent, j'ai dit, si vous trouvez à la position du patient, est-ce que vous aimez une vie comme ça? Et là, ça marche. Souvent, il dit non. Mais voilà. Et on arrive à trouver des solutions pour arrêter les traitements ou introduire que le soin de confort. Et puis, en expliquant l'aspirine, oui, mais ça peut aussi causer des problèmes digestifs. Il va manger moins en moins et ce n'est pas un confort du tout pour les patients. Et ça marche. Alors, mais il faut prendre du temps. On a de bonnes données qui montrent que l'aspirine fait saigner quand même chez nos patients polymorbides, grabataires. C'est les mêmes qui saignent, ceux-là. Après, ce n'est pas non plus c'est pas 20% des patients qui saignent, mais ce n'est pas non plus 20% des patients qui vont faire un AVC. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pire. Si la famille de ce patient te demande de le réanimer en cas d'arrêt cardiaque subit, alors qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, si la famille nous demande de réanimer ce patient, c'est des discussions qu'on a. Hein. Alors, il est clair qu'avec les principes éthiques qu'on a vus tout à l'heure, et le principe de futilité, on a clairement des bons arguments pour dire qu'il ne faut pas réanimer ce patient. Donc, d'abord, on explique que ça n'a pas de sens parce qu'on a aussi des données qui montrent qu'il va probablement pas survivre à une réanimation, on ne va jamais intuber ce patient, ils ne le prendront jamais aux soins intensifs, etc., etc. 9 fois sur 10, ça marche assez bien quand même. Hein. Le 1 fois sur 10 restant, là, on a le temps de passer par un comité d'éthique probablement et puis d'avoir un soutien plus on va dire, fort pour finalement refuser ça parce qu'in fine, on va refuser de le réanimer. J'ai connu des situations où on était tellement mal qu'on se passait le soir la consigne de réanimer le lit si jamais il y avait un arrêt cardio-respiratoire. C'est ça. Donc voilà. D'autres situations difficiles à gérer quand un patient qui a rempli ses directives anticipées il y a 4 ou 5 ans, maintenant sa situation s'est aggravée beaucoup, mais elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Et là, tu peux, oui, réa, oui, soins intensifs, tu arrives à l'hôpital.
là aussi, c'est une situation qui peut être difficile. Qui est compliquée. Ouais. Alors ça, c'est vrai que alors, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a tellement peu de directives anticipées qui sont faites qu'on n'a pas trop souvent ces discussions. Mais si un jour on arrivait à promouvoir ces directives anticipées de manière efficace, moi ça m'est jamais arrivé, mais je conçois bien que quelqu'un, la question était quelqu'un qui a fait ses directives anticipées quand elle était en forme il y a 10 ans en arrière, et que 10 ans plus, et puis qu'elle a dit moi je veux être réanimée, tout à fait le droit, et que 10 ans plus tard elle arrive à l'hôpital et qu'elle est plus capable de discernement et c'est marqué qu'on doit la réanimer. Alors je pense qu'éthiquement, encore une fois, on peut tout à fait argumenter. En plus, si elle a plus sa capacité de discernement, mais si la famille derrière dit regardez, c'est marqué là, c'est une situation complexe à gérer. Il y a plein de questions. Madame. Bon, vous pouvez, j'ai pas la réponse. J'ai envie de me faire l'avocat du diable et puis de dire, est-ce que vous êtes conscient quand vous avez un patient et une famille que vous connaissez depuis peu de temps, et c'est arrivé souvent à l'hôpital, où le patient arrive et on dit on arrête l'aspirine, on arrête la statine et on arrête l'alimentation, et en tout cas on ne lui met pas d'alimentation artificielle. Donc pour la famille, ça veut dire qu'on condamne ce monsieur à mourir, même si on sait qu'il va mourir de toute façon. Et parfois, moi ça m'est arrivé d'accepter de mettre une alimentation, mais je ne dirais pas par sonde, peut-être avec des SNO, des suppléments vitamines protéinés qu'on explique à la famille comme étant un pis-aller d'alimentation, mais de pas tout arrêter d'un coup parce que c'est juste invivable pour la famille d'accepter ça. Alors, je vous rejoins complètement. Je pense que... Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Un, le fait qu'à l'hôpital, c'est finalement assez simple pour un milieu hospitalier qui prend en charge le patient pendant un tout petit bout de sa durée de vie médicale. Le reste, c'est vous. Souvent, on arrive à l'hôpital. Ah, nous, on sait, on arrête. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on peut se permettre d'être le méchant. Maintenant, c'est souvent pas assez bien expliqué et pas assez bien avancé et discuté avec ta famille. Alors ça, je vous rejoins 100%. Puis sur l'autre aussi, je vous rejoins, et je le fais tous les jours, c'est que dans la négociation, un SNO qui fait plaisir aux patients, si la famille est calmée avec ça, peut-être que ça lui évitera de faire quelques suppléments nutritifs oraux. Pardon. Peut-être ça lui évitera de faire une escarre, et je dois dire que ce n'est pas l'avocat du diable, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors, et je vous rejoins complètement sur les deux points. On s'est posé pour une dame de 88 ans qui fracture un bras, qui est opérée, qui a une démence dans un homme, qui revient avec une glycémie de 30. Qu'est-ce qu'on fait avec cette glycémie? Est-ce qu'il faut donner du Lantus parce qu'elle a noté dans son dossier ne veut pas prolonger la vie? Je ne connais pas cette patiente. Bon, là, comme ça, je dirais, après, il y a aussi une certaine logique de prise en charge. Si on a décidé d'opérer cette patiente, c'est qu'on s'est dit que déjà qu'elle n'était pas en fin de vie, que ça allait lui amener probablement moins de douleur ou une meilleure qualité de vie que si on ne l'opérait pas. À partir de là, je pense que baisser un peu sa glycémie ne semble pas un immense geste malfaisant par rapport à un bénéfice qui pourrait être clair, c'est-à-dire qu'elle éviterait de partir en acidocétose ou en hyperosmolarité, ce qui raccourcirait sa vie, alors que, encore une fois, on a pris l'optique de l'opérer. Après, baisser de 30, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir en dessous de 7 de glyquée. Et là aussi, alors, le diabète, c'est un grand sujet. Martial, ici présent, a beaucoup œuvré dans la déprescription du diabète. Et on a eu aussi à Genève pas mal d'études là-dessus qui montraient que chez les patients âgés, on peut aussi beaucoup diminuer le traitement sans avoir des complications. Et puis, clairement aussi au niveau international, alors je fais plein de digressions, mais au niveau recommandation, chez une dame comme ça, on viserait de toute façon en dessous de 8,5. Donc voilà, less is more. Par contre, il y avait madame derrière. Pourquoi est-ce que vous avez dosé la glycémie? C'est l'hôpital qui l'a fait. Et puis avant, c'était le home, 2 fois par mois, c'était à 12. On laissait aller. Oui, moi, 12, ça me paraît tout bien. 30, j'aurais tendance probablement à baisser.
Après, l'idée, c'est de savoir jusqu'où on va. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à traiter avec de la rapide pour essayer de revenir à quelque chose d'à peu près correct et puis après arrêter. Si on met le doigt dans de la lentus, peut-être qu'après, on finit par jamais arrêter sa lentus, quoi. Vous aviez une question? Oui. Est-ce que la religion du patient vous influence dans les décisions? Et quand? Alors, moi, pas spécialement, mais lui, très probablement, oui, les croyances, et puis dans les volontés exprimées. Alors, s'il est de religion juive, s'il est avec fin de vie, comment on discute, ouais. C'est une bonne question. Je ne suis pas assez érudit dans cette religion-là, mais on a l'avantage à l'hôpital d'avoir accès à tout. Et on a accès aussi au rabbin, on a accès à des personnes de religion musulmane. C'est rarement... On a aussi disons, c'est plus la culture que la religion. Et là, on a une consultation aussi transculturelle où des fois, il y a des incompréhensions sur vraiment la culture de la personne. Ça n'a rien à voir, mais je me souviens d'une famille que c'était fantastique. Vous savez, on nous apprend beaucoup, il faut discuter les décisions avec la famille et le patient. Puis j'avais un patient une fois qui était d'origine, je crois, du nord de l'Afrique, avec sa famille, et puis je lui explique, puis je lui dis, voilà, monsieur, on peut faire ça ou on peut faire ça. Qu'est-ce que vous préférez? Puis il me dit, ben, je ne sais pas. Puis je dis, oui, mais alors, si vous faites ça, c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Il dit, ah, mais je ne sais pas, choisissez-vous. Puis je m'en vais, je dis, ben, je vous laisse réfléchir, je reviens tout à l'heure. Je m'en vais, puis je l'entends qu'il dit à sa femme, il faut changer de médecin, il ne connaît pas son job, celui-là. Donc il y a un peu ça. Par contre, c'est plutôt les croyances. Après, la religion, alors, ça a un vrai sens après la mort. Parce que les différents cultes, alors ça c'est compliqué, on se fait avoir à chaque fois. Oui, donc moi je voulais juste réagir sur la question sur les directives anticipées. Ben justement, en fait, le formulaire FMH, moi je l'ai fait de temps en temps avec mes patients. Je trouve que c'est intéressant de le faire en avance. Et je trouve que le formulaire de la FMH est bien fait, celui sur les directives anticipées détaillées. Ce qu'il aborde justement le sujet des religions, le sujet de ce qu'on aimerait aussi pour soi comme entourage aussi. Et pour la question quand ça a été fait il y a 10 ans, il y a à la fin du formulaire la possibilité de re-signer en remettant une nouvelle date, en disant je suis toujours d'accord, ou je veux changer ça, ou je veux changer ça. C'est intéressant, je trouve, d'avoir cette conversation avec ses patients. C'est vrai que ça aussi, c'est avoir régulièrement... C'est difficile, mais disons, quand j'étais installé, j'essayais une fois tous les 2 ans de rediscuter de ça avec mes patients âgés. Ah, je crois que ça sera la dernière question à venir. Je voulais répondre avec les directives anticipées. J'ai une patiente l'autre jour qui me dit « Je vis seule, je les mets où pour qu'on sache si on rentre chez moi, qu'on sache qu'il ne faut rien faire ?» Avez-vous des idées? Nous sommes en 2025, nous avons des directives anticipées sur papier. Famille, voisins, accrochés sur le frigo. Enfin, je pense que tout est possible. Mais ceci dit, même discussion avec ma belle-mère qui a fait ses directives anticipées alors qu'elle a 3 enfants. Donc chaque enfant, en fait, sa grande crainte, c'est qu'on ne les respecte pas. Donc elle l'a chez le notaire, elle l'a chez elle l'a chez les 3 enfants. Et pourtant, on a tous des histoires de chasse aussi où elles n'ont pas été respectées, quoi. Mais frigo, peut être une bonne idée. Après, si elle a de l'aide à domicile, ça c'est clair que ça peut aider aussi. Oui, mais c'est ce qui marche le mieux souvent parce que c'est quand même souvent l'aide à domicile qui envoie le patient à l'hôpital, ce genre de choses. Ok, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite un excellent congrès, une excellente journée. Et puis, je vous remercie d'être mon fan club.